Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Lutte contre le paludisme, près de 108 milliards de francs CFA alloués au Cameroun par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour lutter justement contre le paludisme pour la période 2018-2020. Que peuvent donc faire les uns et les autres pour permettre que le Cameroun bénéficie de cette dotation? Nous aurons la réponse dans cette émission avec notre invité qui est un expert, un responsable d'une organisation de la société civile. Lumière sur la décentralisation ce soir, c'est également d'autres actions de développement local et la décentralisation telle qu'elle se passe sous d'autres cieux. A tout de suite. Bonsoir une fois de plus. Dans le département d'Union-Ekele et précisément dans le canton Liégué-Est, une centaine de femmes ont décidé d'assurer le développement de leur contrée en se mettant ensemble. À leur actif, quelques actions et de grandes ambitions encouragées par le sous-préfet de Maka. Marie Goubet était présente à la cérémonie de fin d'année qu'elles ont organisée. Dans l'arrondissement de Makak, situé dans la région du centre, les femmes du canton Liégué-Est, qui comptent 3 villages à savoir Mbambando, Mbangé et Ngoïmakong, ont décidé de prendre le développement de leur contrée en main. Je suis venue ici un 8 mars. Je les ai trouvés qu'ils étaient en train de fêter le 8 mars. Et je leur ai dit, vous pouvez faire beaucoup des associations dans le village. Mais le jour du 8 mars, vous vous rassemblez pour que vous soyez une personne. Et elles m'ont compris. C'est là où ils m'ont dit, je suis leur marraine. L'association prend ainsi corps avec 40 femmes au départ. Elles sont aujourd'hui 131 femmes qui ont décidé de se donner la main pour sortir du sous-développement. Quand j'ai appris qu'il y a une dame qui a voulu nous réunir ici, les 3 villages, appelés Liégué S2, j'ai aussi vu mon intérêt dedans parce que avec lui, je suis venue m'inscrire avec ce que les femmes font. On se rassemble une fois par mois. On fait nos cotisations. Comme activité, elle réalise des champs communautaires dont le fruit des ventes est partagé entre les membres. Au sein de la réunion, l'esprit prévoyance n'est pas en reste. Une caisse secours est instaurée, contribution annuelle de chaque membre 12 000 francs CFA. Il y a également une caisse développement dont la contribution par membre est facultative. Les fonds de la caisse secours permettent de venir en aide aux membres en cas d'événement malheureux. En dehors des champs communautaires, les femmes de Liégué tirent leurs revenus des plantations familiales. Nous travaillons, on a là-bas chez nous, chacune là-bas chez elle, nous faisons des champs là-bas, on aide à nos maris de travailler le cacao quoi. On fait les champs d'arachide, les champs de manioc, macabo, les ignames, on se débrouille comme ça. En termes de bilan, l'association revendique quelques réalisations. Notre association n'a même pas encore fait 1 an, mais quand tu vois déjà on a déjà acheté les tentes, on veut encore acheter les chaises dans 1 mois, puisque l'argent est déjà prêt. Et on a encore beaucoup d'autres choses pour faire à l'avenir. La marraine qui réside au Gabon, soutenue par son époux, en a plein la tête. Le champ de manioc, bananes, taro, nous allons leur construire une maison de la femme. On doit faire, si Dieu le veut, avoir les fermes, avoir peut-être une case de santé. Le sous-préfet de Makak s'en félicite. Dans le cadre de la décentralisation, il s'agit plus que jamais pour nos populations de s'organiser pour prendre elles-mêmes en main leur propre destinée. On parle de moins l'État, mieux les populations. Et je crois que l'exemple de Ngoïmakong, s'il fait tâche d'huile, pourra véritablement booster l'envol du monde local dans notre secteur. À qui le tour?
la 10e année consécutive, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM publie son rapport. L'ouvrage de plus de 200 pages résume les activités financées en 2015 par cette institution pour le développement des communes camerounaises. Marine Goubet nous fait la synthèse de ce rapport. Le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale publie son rapport annuel 2015. Cette année-là, selon la publication bilingue de 238 pages, 270 projets de développement relevant de divers domaines ont été financés au profit de 180 communes et communautés urbaines pour un montant global de 20 548 millions de francs CFA. 51% de cette enveloppe a été affectée à la construction des hôtels de ville, 13% à l'éducation de base, 10% à l'eau et à l'assainissement et 8% à la construction des marchés, entre autres. Le montant global de ressources budgétaires mobilisées pour le compte de l'exercice 2015 s'élève à 148 282 millions de francs CFA sur des prévisions de 138 331 millions de francs CFA, soit un taux de réalisation de 107,19%. Le bilan de l'exercice sous revue est également celui de 10 années consacrées au développement local, dans l'optique de contribuer à l'atteinte des objectifs nationaux de planification et du millénaire pour le développement. On note à cet effet que parmi les 8 objectifs identifiés et définis par les Nations Unies, les projets financés par le FECOM ont contribué à réduire l'extrême pauvreté et la faim, à assurer l'éducation primaire pour tous, à réduire la mortalité infantile et à améliorer la santé maternelle, et à mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Par ailleurs, le rapport annuel 2015 du FECOM fait le bilan du premier budget programme de cette institution. Au cours de ce triennat, la capacité de mobilisation des ressources s'est nettement accrue, passant de 96 379 millions de francs CFA en 2013 à 145 263 millions de francs CFA en 2015, soit une augmentation de 50,72%. 89% de ces ressources ont été affectées aux communes pour renforcer leur capacité d'intervention et 11% au FECOM pour son fonctionnement. Au titre des investissements communaux, plus de 37 milliards de francs CFA ont été accordés aux communes et communautés urbaines pour le financement de 450 projets de développement. Dans le même temps, 1758 décomptes d'un montant global de 41 239 millions de francs CFA ont été payés aux entreprises chargées de la réalisation des projets communaux. Il convient de relever que cet appui à l'exercice des compétences transférées par l'État aux communes s'est aussi matérialisé par d'importantes initiatives menées en partenariat. Nous vous l'avons annoncé à l'entame de cette émission, le Cameroun est bénéficiaire d'une allocation de près de 108 milliards de francs CFA de la part du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour lutter contre le paludisme au Cameroun pour la période qui va de 2018 à 2020. Mais pour profiter de cette allocation, il y a quelques préalables. Et pour en parler, nous recevons un invité ce soir, M. Philippe Narcisse Ngwa-Vezor, qui est le coordonnateur national du réseau des synergies contre les pathologies tropicales. Bonsoir M. Ngwa. Bonsoir madame. Et bienvenue à l'émission. Merci, je vous remercie. Et si nous commençons à parler de ce fonds justement, de quoi s'agit-il précisément? Je dois dire qu'il s'agit d'un appui de l'Organisation des Nations Unies qui a mis sur pied un fonds que nous appelons le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et depuis l'année 2014, le Fonds mondial a un nouveau modèle de financement qui est basé sur la location. Cela veut dire que le Fonds mondial vous annonce que je peux vous aider jusqu'à tel montant. Et quitte à vous maintenant de lui soumettre des notes conceptuelles démontrant
ce que vous allez faire avec cette allocation. Et pour la période 2018-2020, on parle de près de 108 milliards de francs CFA. Oui, pour la période 2018-2020, nous pouvons bénéficier, si nous arrivons à démontrer que nous avons des interventions à fort impact et urgentes et que le Fonds mondial accepte, nous pouvons donc bénéficier de cette enveloppe de près de 108 milliards de francs CFA pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ah, c'est donc les 3 maladies à la fois. C'est les 3 maladies à la fois. D'accord. Et justement, comment est-ce qu'il faut procéder? Que faut-il faire pour en bénéficier? Dans le cas du Cameroun actuellement, et ce que le Cameroun a commencé à faire, que l'instance de coordination nationale du Fonds mondial au Cameroun a adopté hier. Hier, c'est-à-dire le 25. Hier, c'est-à-dire le 26. Le 26. Le 26 janvier, oui. À l'hôtel Franco. Sans publicité. Oui, sans publicité. C'est que le Cameroun s'engage à reconduire le programme de lutte contre le paludisme. C'est-à-dire nous avons déjà commencé avec le paludisme. Et hier, c'était donc l'instance se prononce, adopte, et ce qui a été adopté, et l'instance a lancé hier le dialogue national. Donc il y avait toutes les parties prenantes de la lutte au Cameroun qui sont venues s'informer de qu'est-ce qu'il y a comme allocation, comment ça va se passer et comment est-ce qu'on peut participer au dialogue national. Justement, comment est-ce qu'on peut participer au dialogue national? Est-ce que ça concerne monsieur tout le monde? Est-ce que ça dit que des associations qui sont déjà préalablement sélectionnées pour ce dialogue-là? Il n'est pas question d'association, il est question des acteurs de la lutte. Et le Cameroun est organisé parce que nous avons un comité national de lutte contre le paludisme qui intègre tous les acteurs de la lutte contre le paludisme au Cameroun. Bon, maintenant, il est question d'engager un dialogue. Avec les acteurs, mais d'engager aussi un dialogue avec les bénéficiaires. Et notamment pour le paludisme, nous avons des populations vulnérables. Et nous avons 2 populations qui sont vulnérables, les femmes enceintes et puis les enfants de 0 à 5 ans. Mais tout aussi, nous avons des populations clés. Et nous avons des populations clés qui sont caractérisées par leur mobilité. Je prends par exemple un peuple comme le peuple des Bororo, qui est un peuple de pasteurs et qui parfois, prenons si on fait une distribution massive des moustiquaires, si on les a dénombrés ici, peut-être qu'au moment de la distribution, on ne va plus les retrouver au même endroit. Ce qui fait donc que notre stratégie, par exemple, de lutte antivectorielle qui est basée sur la moustiquaire, voilà une population qui n'aura pas de moustiquaire. Et dans ce sens, elle reste la population qui ouvre encore la porte à l'épidémie. Or, nous voulons aller vers finir avec l'épidémie. Mais je veux aussi prendre un autre groupe que nous identifions comme population clé. Nous prenons par exemple, de par les traditions, il y a des populations qui sont difficiles à s'arrimer aux directives nationales de lutte contre le paludisme. Et nous avons identifié, comme par exemple, vous voyez, les pygmées, les Baka, ils sont très attachés à la nature. Ils pensent qu'ils peuvent tout avoir dans la nature, ce qu'on apporte. Ça fait un peu difficile. Donc nous les appelons les populations clés. Les stratégies envers ces populations sont beaucoup plus ciblées. Et il est question maintenant qu'au cours du dialogue national, comment est-ce qu'elles vont participer. Ça veut dire que le sous-comité d'appui au dialogue national va aller à la rencontre des populations vulnérables et puis des populations clés. Question de leur donner l'information
que nous avons l'appui de ce partenaire qui est le Fonds mondial et que comment est-ce qu'ils pensent que les actions que nous voulons reconduire, comment est-ce qu'elles peuvent être plus efficaces et comment est-ce qu'elles-mêmes entendent bénéficier davantage des services et soins qui sont offerts par le programme. Alors ce dialogue, il est ouvert jusqu'à quand? Ce dialogue est ouvert depuis hier jusqu'au mois de mars. Parce que concomitamment, le Cameroun est en train de faire une revue programme, la revue des performances du programme de lutte contre le paludisme. Cette revue programme va aboutir à une révision du plan stratégique national et de lutte contre le paludisme, et puis même à voir quels sont les gaps programmatiques. Et parallèlement aussi, comme nous sommes dans un processus de reconduction, nous sommes aussi en train d'élaborer la requête de financement et qui, à un moment, comme elle sera soumise en mars et que peut-être qu'il n'y aura pas encore le plan stratégique national et que peut-être le plan stratégique national vienne améliorer certaines interventions, on peut renégocier pour faire voir comment ajuster ce qui a été mis dans la requête de financement. Alors, parlant de dialogue, est-ce que ça veut dire que c'est juste les membres du comité qui peuvent aller vers les populations? Est-ce qu'en regardant la télé, par exemple, ce soir, une personne, une communauté, un responsable qui se sent interpellé peut également se déplacer pour venir vers le comité? C'est possible? Oui, disons que la participation au dialogue, il y a déjà un comité technique qui a été mis sur pied par le ministre de la Santé publique. Et ce comité technique est donc chargé de l'élaboration technique de la requête. Mais ce comité bénéficie d'un sous-comité qui est le sous-comité d'appui au dialogue. Ce sous-comité, son rôle est de collecter les contributions de tous ceux qui veulent contribuer. Et puis maintenant, donc, de mettre ça à la disposition. En faisant la démarche vers les communautés. En faisant la démarche vers les communautés. Mais les communautés peuvent aussi faire la démarche vers le sous-comité. Et j'en profite pour dire, par exemple, dans le cadre de la société civile, et précisément du réseau des synergies contre les pathologies tropicales, chaque organisation point focal régional va assurer le relais du dialogue au sein de la région. Ça veut donc dire que les populations, les organisations de la société civile vont dans tout le pays contribuer au dialogue à travers ce relais. Parce que quand on a un sujet débattu, ça veut dire que nous communiquons avec ces organisations et maintenant ces organisations renvoient les contributions des régions et ça permet que le représentant de la société civile dont je suis au sein du comité d'élaboration de la requête pouvoir capitaliser, mais aussi le sous-comité dialogue pouvoir aussi capitaliser auprès du comité technique d'élaboration. D'accord. Est-ce que ça veut dire que, je ne sais pas si je vais dire par extraordinaire, le Cameroun pourrait ne pas bénéficier de ces allocations? C'est possible? C'est possible si notre requête n'est pas pertinente. Si notre requête n'est pas pertinente, mais... Alors, pour mettre toutes les chances de notre côté. Ce serait vraiment, comme on dit, pas extraordinaire. Oui. Parce que présentement, notre programme, le Fonds mondial, a un système d'évaluation des performances. Notre programme de lutte contre le paludisme a une bonne note de performance. Et puis, les grands axes stratégiques de notre programme de lutte actuel sont connus et partagés par le Fonds mondial et les différents partenaires
techniques de lutte contre le paludisme. Autrement dit, c'est déjà un acquis. Il faut juste que chaque communauté essaye de véritablement faire savoir quels sont ses besoins pour que le paludisme soit, à défaut d'être éradiqué, suffisamment soigné ou traité dans sa localité, dans sa région. Je ne veux pas dire acquis, parce qu'acquis, ça veut dire que nous avons déjà. Non, nous sommes encore en course, parce que nous devons d'abord bien organiser le dialogue. Si on organise bien le dialogue, cela voudrait, ça va valider l'éligibilité de notre instance de coordination nationale du Fonds mondial au Cameroun, que cette instance a su animer le dialogue dont tout le monde a contribué. Et la deuxième étape serait maintenant l'examen de notre requête de financement pour voir est-ce que vraiment nous sommes ambitieux, est-ce que vraiment nous sommes pertinents par rapport à ce qui va garantir l'impact des investissements que le Fonds mondial, de cet investissement que nous voulons que le Fonds mondial fasse au Cameroun. Alors, est-ce que les maires qui sont à la tête des communes peuvent avoir un rôle particulier, un rôle d'importance à jouer dans ce processus? Oui, les maires ont un rôle. Les maires ont un rôle. Pour moi, déjà en juin 2015, nous avons lancé un plaidoyer à l'endroit des maires pour dire l'État du Cameroun bénéficie d'un financement du Fonds mondial pour acheter les moustiquaires. Ces moustiquaires seront placés au sein des ménages. Ce ne seront pas des dons, mais c'est un bien public qui est placé au sein du ménage pour que le ménage fasse une seule chose, c'est protéger ses membres des piqûres des moustiques. Donc, et quand on sait que les maires, la commune est le niveau le plus proche de l'État, des ménages, que la commune, c'est la commune qui gère les marchés. La moustiquaire étant, disons, une denrée commercialisable, le maire peut veiller qu'on ne vende pas les moustiquaires qui ont été distribués sur le financement du Fonds mondial dans les marchés. Le maire peut veiller que l'on ne pêche pas avec ces moustiquaires. Le maire peut veiller que ces moustiquaires-là ne deviennent pas les filets de Gaulle. Le maire peut veiller parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a pu identifier que les populations font aussi avec des moustiquaires, autre que se protéger des piqûres de moustiques. Contre les piqûres de moustiques. Alors, si vous aviez un dernier mot avant la fin de cet entretien? C'est à l'endroit des organisations de la société civile d'abord, pour dire le moment que nous vivons maintenant au Cameroun est un moment très important. Parce qu'il y a deux choses qui sont en train de se faire et nous devons activement participer à ce double dialogue. Le dialogue sur la revue des performances du programme qui va aboutir à l'élaboration du plan stratégique national. Nous devons inscrire nos interventions dans le plan stratégique national. À l'endroit des communes, c'est très important que les communes s'intéressent à ce dialogue. Parce que qui va nous garantir qu'on va finir avec le paludisme? C'est la commune. Parce que le paludisme est une maladie due à l'environnement. C'est dû à l'environnement. Or, c'est la commune qui est chargée de l'assainissement de notre environnement. Il faudrait donc que la commune travaille au moment où on est en train de travailler pour réduire l'urgence. Hein? Comme on dit, on veut lever l'urgence. Bon, il faudrait que la commune suive, parce que la commune doit assurer la continuité pour qu'on finisse avec le paludisme. Monsieur Philippe Narcisse Ngouavezor, merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette émission. Oui, c'est moi plutôt, madame, qui vous remercie. Je pense qu'il y a des leaders de la société civile qui m'ont suivi et qui pourront venir au dialogue pour que et réagir en conséquence. Réagir en conséquence. Merci.
À la suite de notre invité, place à présent à la rubrique La décentralisation ailleurs ou la décentralisation telle qu'elle se passe sous d'autres cieux. Au Mali, 7 villes, à savoir Kita, Koulikoro, Bougouni, Bla, Niono, Bandiagara et Gao sont les nouvelles bénéficiaires du projet d'appui aux communes urbaines PACU. L'initiative gouvernementale soutenue par la Banque mondiale et la coopération suisse à hauteur de 70 millions de dollars, soit 35 milliards de francs CFA sur 7 ans, à savoir 2011 à 2018, vise à appuyer le renforcement des capacités institutionnelles des communes urbaines ciblées et à contribuer à l'amélioration des services d'infrastructure dans ces villes. Au Burundi, le Sénat adopte le projet de loi portant ratification de la Charte africaine sur la décentralisation, la gouvernance et le développement local. Le ministre en charge du développement communal, Jeanne d'Arc Kagayo, qui a présenté le projet de loi, a indiqué qu'en ratifiant cette charte, le Burundi, comme d'autres pays, gagnera beaucoup. En effet, l'article 20 alinéa 2 dispose que les États parties développent un système continental de reconnaissance et de prêts pour primer et encourager l'excellence en matière de décentralisation, de gouvernance et de développement local. Coopération décentralisée, les villes de Saint-Mélima au sud du Cameroun et Owando au Congo signent un accord formel de jumelage qui permet aux 2 municipalités de mener des actions communes de développement. Et pour finir, à At-Mansour, le développement local piétine. Selon la dépêche de Kabylie, l'année 2017 ne s'annonce pas sous de bons auspices pour cette commune. Et pour cause, les dernières orientations du gouvernement algérien qui consistent entre autres à laisser le soin aux collectivités locales de chercher par elles-mêmes les sources de financement autres qu'étatiques à travers l'investissement local à cause de l'austérité qui s'annonce, met les autorités communales et la population dans une situation inconfortable car la municipalité de 15 000 habitants, en dépit des richesses minières qu'elle recèle et ses potentialités agricoles immenses, serait incapable d'assurer dans l'immédiat son autofinancement. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cette émission de Lumière sur la décentralisation. Merci de nous avoir accordé votre précieuse attention et au plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver très bientôt. Bonsoir.